Et bonsoir. On va accueillir tranquillement les gens qui se connectent. On va patienter 2 minutes. Après, je vous présenterai le format pour ceux qui ne le connaissent pas et on laissera la place après à nos deux orateurs de ce soir, Stéphane Fabry et le Grégory Nino, qui vont pouvoir vous parler des interventions non médicamenteuses. Voilà. Je vais commencer tranquillement par vous présenter les jeudis de la Fédé pour ceux qui ne les connaissent pas, même si maintenant le format intervient depuis plusieurs mois. Voilà, donc bienvenue à ce jeudi, webinaire récurrent qui a lieu bien sûr tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc c'est ce rendez-vous régulier qui aborde des sujets d'information variés et proches de vous. Alors, petit rappel quand même, puisque c'est jeudi de la Fédé, c'est important, mais il ne serait pas là s'il n'y avait pas la FFMKR. La Fédé, c'est quoi, hein? C'est le premier syndicat représentatif de France, avec le plus grand nombre d'adhérents, avec ses 6000 kinésithérapeutes qui nous soutiennent, qui nous permettent d'avancer et qui cherchent réellement à donner un élan à la profession. Grâce à son maillage, la FFMKR est forcément proche de vous, les syndicats départementaux qui sont répartis sur tout le territoire. Pour rappel, la FFMKR, c'est un syndicat qui est réformiste, qui cherche à rester dans le positif, loin du syndicalisme d'opposition stérile. À la Fédé, nous cherchons à être force de proposition systématiquement et dans l'engagement, car nous sommes convaincus que c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer et à progresser au sein du système de santé et faire progresser notre profession. L'objectif, tout simplement, il est très clair, hein, c'est faire bouger les lignes. La FFMKR, les décisions, elles sont transparentes. Vous pouvez tous participer directement aux choix politiques grâce au congrès, les assemblées générales de vos départements qui ont lieu tous les ans depuis plus de 60 ans. La FMKR, c'est une grande équipe animée par la même envie d'aider chaque kiné. Pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer notre profession. Avec des réunions, des commissions, des groupes de travail qui vont faire émerger de nouvelles solutions et également du lobbying auprès des parlementaires, comme notamment en ce moment avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, auprès aussi du Sénat, de l'Assemblée nationale, des fonctionnaires des différents ministères. On a ici un vrai travail de fond, comme vous pouvez le constater, qui est porté par une équipe qui croit réellement en ce qu'elle défend. À la Fédé, vous allez être soutenu, vous allez être accompagné grâce notamment à différents services, avec l'accès au club, le premier comité d'entreprise pour les libéraux, avec des webinaires, comme ce soir tout simplement, et un accès privilégié à l'information grâce aux différentes newsletters et autres mailings que vous pourriez recevoir. La Fédé, c'est aussi un ensemble de services grâce à la Maison des kinés, avec notamment ceux que j'ai cités précédemment, toute une structure qui est entièrement dévouée aux kinés, avec des conseils juridiques, comptables, des formations, tout ça dans une seule et même structure. Nous, à la Fédé, nous sommes des passionnés. Vous voyez, on est là même les jeudis soirs, tard, et nous sommes surtout organisés pour vraiment faire progresser la kiné. Et donc, justement, le sujet de ce soir, avec les interventions non médicamenteuses, vont nous être présentées par donc deux personnes que on commence à bien connaître. Je vais vous laisser vous présenter pour débuter. Donc, je laisse Stéphane. Je te laisse mettre ton micro. Oui, bonsoir à tous. Donc moi je suis Stéphane Fabry, je suis conseiller fédéral et j'ai la mission en fait d'être délégué au CNP, donc au Conseil national professionnel, le collège de la massokinésithérapie et aussi délégué aux instances professionnelles et scientifiques. Voilà. Merci Stéphane. Et puis donc Grégory Nino qui est avec nous ce soir. Bonsoir, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Je suis directeur adjoint d'une équipe INSERM, ça s'appelle l'Institut d'Ébré d'épidémiologie et de santé publique. Je suis chercheur associé à l'Institut du cancer de Montpellier. Je suis également membre senior de l'Institut universitaire de France et je termine avec donc un président d'une société savante qui a été créée en 2021, dont on va parler, qui s'appelle la NPIS. Et merci Parfait. de m'accueillir.
Merci, professeur. Bien, écoutez, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser tout simplement dérouler tranquillement. Je rappelle juste une seule règle. On évite de mettre les questions dans le chat puisque les intervenants ne regarderont pas et se focaliseront uniquement sur les questions que vous poserez dans le Q&R, donc les questions-réponses. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Merci Arnaud. Ça, non. Ben, je vais laisser la parole à Grégory. Je te laisse partager ton écran et débuter. Allez, je partage. Il arrive. Donc j'ai fait un petit préambule et effectivement sur la question des interventions non médicamenteuses. C'est un terme qui paraît évident pour un kinésithérapeute, mais en fait ce mot-là, il peut être pris dans beaucoup de sens, dans beaucoup de sens. Et en fait, l'ambition du travail qu'on mène depuis 2011, c'est peut-être d'avancer sur non seulement la qualification plus précise de ce mot, et avec des questions après qui vont être juridiques et des questions qui vont être de modalités de reconnaissance et de remboursement. Et l'autre partie, c'est la partie d'évaluation. Donc voilà, je vais vous présenter un travail qu'on a fait avec des kinésithérapeutes, mais aussi d'autres personnes pour peut-être qualifier plus précisément. Alors, je vous raconte l'histoire précise. Lorsqu'on dit intervention non médicamenteuse, on peut tout imaginer et tout voir. Certains pensent que ce sont des chirurgies, parce que effectivement, une intervention non médicamenteuse, ça pourrait être une chirurgie, ça pourrait être aussi un dispositif médical, mais on pourrait aller plus loin. Ça pourrait être un réseau de soins, ça pourrait être un hôpital, ça pourrait être également une recommandation de santé publique générale. Et effectivement, ce terme évolue et il n'est pas très heureux parce qu'il est négatif au premier abord, mais par beaucoup de gens. D'abord des scientifiques. Dans PubMed, on retrouve ce mot-là depuis 1975. On le retrouve également avec l'OMS en 2003. Donc ce document dont je parle ici, qui a été publié, c'est un rapport qui a été publié par notamment Lise Rocher et la HAS. Et donc les pratiques kinésithérapiques rentraient dans ce rapport, mais vous voyez qu'ensuite le ministère de la Santé, puis le Haut Conseil de la Santé publique en 2019, puis le Centre européen de santé publique en 2020, puis l'IGAS, puis le CESE en 2023, et là, très récemment, l'assurance maladie utilise également ce terme. Donc ça paraissait simple, mais dans les faits, je vais prendre un cas concret pour un kinésithérapeute qui veut regarder un protocole de rééducation des thromboses lymphatiques superficielles induites par une chirurgie de cancer du sein. Il va sur Internet, il trouve une bibliographie qui est une revue de questions sur les méthodes pour traiter ce problème de santé. Et vous voyez peut-être la difficulté que vous avez au quotidien, qui est que finalement, d'une idée d'une méthode de kinésithérapie pour réduire donc ce lymphodème pour être plus schématique, eh ben, finalement, il y a des thérapies manuelles, et donc il y en a plusieurs dont je ne vais pas détailler, avec des manipulations, avec à la fois des sollicitations spécifiques, mais vous avez aussi de la thérapie physique, donc avec des étirements, avec de la mobilisation, avec de la résistance, avec de l'endurance, et puis vous avez aussi d'autres solutions potentielles que vous pouvez proposer, donc des plantes, à la fois des solutions donc d'aquathérapie, etc., etc. Bref, on arrive à finalement dans votre métier, ce que vous faites tous les jours, évidemment, l'idée que parce que vous avez appris des modèles physiopathologiques et que vous avez appris des techniques, bah, tout l'enjeu, c'est d'à chaque fois associer de ces théories et des techniques une intervention. Et cette intervention, finalement, c'est la vôtre. Elle vaut évidemment parce que c'est la vôtre, mais on a l'impression que la culture de l'amélioration continue de ces pratiques ne se fait pas nécessairement très bien. Et finalement, on pourrait, avec ce schéma un peu humoristique, dire que certains vont réinventer la poudre, alors que potentiellement, il y a des techniques qui sont intégrées dans des protocoles de soins qui pourraient évidemment faciliter beaucoup le travail. Et d'autre part, ça veut dire que l'administration est incapable de suivre finalement l'intervention qui est proposée. Bien sûr, il y a le nombre de séances, mais pas plus, on n'en sait pas plus sur les contenus. Et ceci,
conduit à évidemment un certain nombre d'ouvertures qui sont avec des dérives importantes de patients qui vont chercher aujourd'hui dans des médecines alternatives, dans des pratiques complémentaires, etc., un certain nombre de solutions. Et une de mes étudiantes a fait une fouille des réseaux sociaux de femmes traitées pour un cancer et vous voyez, plus de 264 000 posts sur des forums Facebook. Et on a fait une fouille sémantique pour regarder quels mots étaient utilisés par ces patientes. Et on peut y retrouver Hatha Yoga, on peut y retrouver d'autres formes de yoga, du Pilate, du Tai Chi, du bodybuilding, du Shiatsu. On va trouver différents types de thérapies manuelles, de l'acupuncture, l'acupressing, de l'ostéopathie, la réflexologie, l'auriculothérapie, la chiropraxie, guérisseur, coupeur de feu, des plantes, des régimes, des compléments alimentaires et autres. Et finalement, on est en train de s'apercevoir qu'il y a une explosion de pratiques qui sont non plus recommandées par des médecins ou par des kinés, mais qui sont directement de patient à patient, donc avec une communication horizontale qui peut entraîner potentiellement des risques. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas uniquement que des questions de pratique, il y a aussi des questions de métier. Et on a regardé sur LinkedIn avec une médecin euh, les noms de métiers hors du code de santé publique qui pouvaient exister, qui prétendent avoir une action sur la santé. Et on a trouvé, tenez-vous bien, 230 métiers généralistes, donc au sens de pas des spécialistes par discipline, juste des généralistes qui effectivement sont nombreux et donc qui vont de plus en plus proposer des choses et donc évidemment avec des potentiels risques, un sylvothérapeute, un psychosomaticien, un phytothérapeute, un phylothérapeute, un patient expert, un orthithérapeute, un graphothérapeute, un fasciathérapeute, etc., etc. Bref, on a comme ça un nombre très important de personnes qui sont proches des patients et parfois dans des structures de soins qui méritent finalement qu'on y regarde un petit peu plus près. Et c'est la raison pour laquelle, donc, à la suite de ce rapport de la HAS de 2011, on avait créé une plateforme universitaire où on a invité à la fois des patients, à la fois des chercheurs, à la fois des opérateurs de santé et des praticiens à réfléchir finalement à une modalité d'évaluation de ces INM. Et donc, à partir de 2021, on s'est dit qu'il ne fallait pas uniquement faire une plateforme, mais qu'il fallait faire une société savante dédiée à ces solutions non médicamenteuses. Et on a créé la NPIS, Non-Pharmacological Intervention Society. C'est une société savante internationale qui s'intéresse au développement de la recherche dédiée à ces pratiques pour que les pratiques soient mieux ciblées, mieux qualifiées, mieux tracées et évidemment mieux reconnues. Donc, euh, je vous passe tous les détails. On a fait une revue de la littérature qui a été publiée en 2019 qui montre qu'il y avait 46 modèles d'évaluation de ces pratiques. Donc c'était évidemment trop. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut co-construire un modèle interdisciplinaire, intersectoriel et finalement sans lien d'intérêt, donc transpartisan. Et donc en 5 étapes, on a suivi des recommandations internationales de la recherche dans la santé. On a élaboré les premières recommandations. On les a améliorées à partir avec 300 participants. On a ensuite fait des votes sur Internet pour vérifier si ces recommandations étaient valides ou pas. On a ensuite consulté des autorités, des agences, des sociétés savantes et on a ajusté ces recommandations. On a restitué au ministère, aux agences, aux organismes sociaux. Et donc, pendant 2 mois, on est allé faire le tour de tous les acteurs en disant, nous avons co-construit, ce qui n'est pas forcément facile en France, mais de co-construire ensemble, donc plus de 1 000 personnes, un modèle d'évaluation des interventions non médicamenteuses et une définition plus précise de ces interventions. Et donc, présentation au ministère de la Santé le 14 décembre 2023, au Sénat le 6 octobre 2023, à la Haute Autorité de Santé le 7 novembre 2023, à l'Assurance Maladie le 12 décembre 2023, à la CNSA en 2024, Santé publique France, et récemment, je l'ai présenté à l'Académie de médecine. Bref, on a finalement un modèle, une grille de lecture qui permet et qui va permettre d'accélérer et d'améliorer
en amont la recherche et en aval l'identification de ces pratiques. Donc le premier travail a été de qualifier, donc de définir plus précisément ce qu'on entendait par intervention non médicamenteuse. Et vous voyez, on a mis une définition qui est pour vous évidemment probablement évidente, mais on ne sait jamais. Un protocole, donc une intervention non médicamenteuse, c'est un protocole. Donc c'est jamais l'activité physique et c'est encore moins l'activité physique adaptée au sens large, ou c'est non plus la kinésithérapie. C'est bien un protocole, donc avec une durée donnée, une dose, une quantité, etc. De prévention santé ou de soins. Quand vous faites des méthodes de prévention de la chute, ben, on n'est pas dans la thérapie. Et effectivement, de plus en plus, il va y avoir des programmes de prévention, de soins efficace, je vais y revenir, personnalisée, ça veut dire que ce n'est pas une recette appliquée bêtement, mais on va la personnaliser en fonction des individus. Elle est non invasive, évidemment, c'est pour se différencier de la chirurgie en particulier. Elle est référencée, je vais y revenir, et elle est encadrée par un professionnel qualifié. Donc, finalement, une méthode de kinésithérapie peut tout d'un coup devenir effectivement un protocole, une intervention non médicamenteuse, et ce n'est pas un anti-médicament, contrairement à ce que son nom peut l'indiquer, mais bien un complément, dans certains cas de figure, de produits ou de dispositifs médicaux, mais aussi de compléments avec les recommandations de santé publique, et bien sûr aussi dans un cadre qui est une réflexion sur l'environnement, mais qui dépasse largement la question des interventions non médicamenteuses. Donc à partir de là, on a défini plus précisément des domaines, et vous avez ici trois domaines majeurs, des interventions nutritionnelles, mais vous avez aussi des interventions corporelles, donc les méthodes de kinésithérapie ou de massokinésithérapie. Et vous avez également des interventions psychosociales, et je pense en particulier, et vous les connaissez, des programmes d'éducation thérapeutique, de disease management en anglais, mais qui permettent d'améliorer également de façon significative la vie des patients. Donc ce modèle standardisé, il est dans l'esprit en tout cas de ce qui avait été développé il y a 70 ans pour le médicament, donc avec des modèles d'études particuliers, mais qui sont propres aux interventions non médicamenteuses. D'une part, des études prototypiques. Prototypique veut dire quoi? Veut dire une étude qui va décrire précisément le protocole. Il arrive que lorsque vous regardiez sur PubMed des études, vous avez souvent écrit physiothérapie programme ou exercise programme ou stretching, etc. Donc des étirements et autres. Mais finalement, quelles sont les techniques, quelles sont les séances, comment c'est fait? Oui, vous avez potentiellement uniquement le nombre de séances et le fait que c'est fait par de la kiné, mais pas toujours une précision sur le programme. Donc l'enjeu est de faire des études de design particulier pour arriver à décrire plus précisément l'intervention. Ensuite, les recommandations sur les aspects mécanistiques, il n'y a pas de changement majeur par rapport à la littérature traditionnelle. Pour les études observationnelles non plus, il n'y a pas de changement majeur. Par contre, sur les études interventionnelles, pourquoi les méthodes de kiné étaient finalement en défaut vis-à-vis des autorités? C'est que les autorités pensent toujours essai randomisé contrôlé en double aveugle. Or, le problème, c'est que comment on fait de l'aveugle quand dans le groupe contrôle, par exemple, il y a une méthode de kiné qui est proposée ou dans le groupe intervention, évidemment, le patient est au courant qu'il fait tel ou tel programme et on ne peut pas comme ça masquer comme ça a été pensé pour le médicament. Et donc il y avait un gradient finalement, où les autorités préféraient à chaque fois le médicament plutôt qu'une intervention humaine, parce que pour des raisons que ce n'était pas en double aveugle. Mais la question, c'est que c'est impossible de faire du double aveugle, mais c'est le meilleur niveau de preuve. Et donc le deuxième point aussi important, c'est que dans les recommandations qu'on a pu faire, donc je vous passe tous les détails hein, des experts qui étaient avec nous, hein, mais à la fois des méthodologistes, à la fois des biologistes, à la fois des personnes en sciences humaines, à la fois des représentants patients. Donc, une deuxième recommandation était les études effectiveness, peut-être qu'on pourra y revenir dans les questions, donc des études d'efficacité en vie réelle, non pas en laboratoire, dans des conditions sur lesquelles ça n'arrive quasiment jamais parce que c'est des patients purs triés dans des contextes très particuliers, mais plutôt des essais cliniques en vie réelle qui permet d'avoir véritablement une validité externe supérieure à d'autres. Et le dernier point,
des études d'implémentation. On voit arriver de plus en plus des pratiques qui peuvent être réalisées en Chine ou en Inde, et en disant ça marche à tous les coups en Europe et particulièrement en France. Ben, on se dit qu'il fallait absolument avoir une étude d'implémentation qui permette de valider dans le cadre d'un contexte culturel spécifique, en tout cas l'efficience de cette intervention. Et donc, vous avez ici les recommandations. Si vous les cherchez, vous les trouverez facilement. Vous tapez sur Google NPIS modèle et vous allez retrouver à la fois les vidéos de présentation au Sénat et tout le document associé à ça. Donc, pour être plus concret, une intervention non médicamenteuse, ben, vous voyez, c'est une désignation, donc une méthode de kinésithérapie particulière. Elle a un nom, elle a un bénéfice principal de santé, donc elle cible une indication principale, si vous pouvez utiliser notre mot. Elle a des bénéfices secondaires sur d'autres marqueurs. Elle a potentiellement des risques. Elle a un mécanisme ou des mécanismes explicatifs, une population cible, un protocole détaillé, un professionnel, qui est ici, pourquoi pas en l'occurrence, un kinésithérapeute, et un contexte d'utilisation. C'est utilisé à domicile, en cabinet, en structure hospitalière, etc., etc. Et donc, tout l'enjeu était de préciser le nombre d'études nécessaires. Et donc, on a défini en ayant une intervention non médicamenteuse, c'est au moins une étude prototypique, ensuite une étude mécanistique, deux études interventionnelles. Et souvent, les études interventionnelles, si elles sont bien faites, elles regardent également les risques. Et enfin, une étude d'implémentation. Et tout l'enjeu, c'était de le présenter, donc, comme je vous l'ai évoqué, aux sociétés savantes. Donc aujourd'hui, ce modèle d'évaluation, co-construit avec 1000 personnes, je suis qu'une personne parmi les 1000, bah, finalement, il y a un soutien fort de l'INSERM, de l'Institut national du cancer, du Centre national de fin de vie et des soins palliatifs, et également du groupe de recherche clinique en France qui s'appelle FCLIN et qui a une dimension également européenne. Et des sociétés savantes soutiennent donc ce modèle d'évaluation, ici de la nutrition, en passant par la cardiologie, en passant par la neurologie, en passant par le Collège de médecine générale, en passant par d'autres types d'organisations. Donc on a 30 sociétés savantes qui soutiennent ce modèle d'évaluation. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que le mieux c'est d'échanger, le jeudi soir, vous avez passé toute la journée à bosser, je pense que c'est plus intéressant d'échanger plutôt que de voir ça, mais je vais vous le dire, parce que c'est un jour important. La semaine prochaine, quasi jour pour jour, on va inaugurer le référentiel des interventions non médicamenteuses qui sera accessible à la fois pour les usagers et à la fois pour les professionnels, avec uniquement 10 interventions non médicamenteuses pour l'instant, mais on a un soutien de l'assurance maladie, on a un soutien de la CNSA, on a un soutien de la Ligue contre le cancer, on a un soutien de deux complémentaires santé. Tout l'enjeu, c'est effectivement de permettre pour vous, kinés, demain et après-demain, dans les logiciels métiers, mais aussi potentiellement sur Internet ou peut-être après-demain dans une application, mais de pouvoir avoir à votre disposition, selon des indications, des interventions qui ont fait leurs preuves. Ça ne veut pas dire que vous allez les utiliser. Ça veut dire simplement que vous pouvez les connaître et que vous avez la possibilité de les utiliser. Mais si vous les utilisez, ce qui va être important, et c'est l'enjeu peut-être dont on va discuter aussi, c'est que l'assurance maladie le dit, ça veut dire être beaucoup plus précis sur les interventions qui sont proposées et donc potentiellement une reconnaissance supérieure, aussi bien une reconnaissance morale qu'une reconnaissance financière de l'intervention qui a été faite et de vous garantir finalement que vous n'avez pas besoin de réinventer la poudre. Il y a peut-être en Australie, il y a peut-être en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, des gens qui ont conditionné des interventions avec une efficacité et une sécurité forte. Et donc finalement, que ce soit le financeur public ou le financeur privé, il y a un certain nombre de garanties d'utiliser ces propositions. Donc ce référentiel des interventions non médicamenteuses, il sera accessible en ligne le 16 octobre prochain. On l'inaugure devant la presse à la Cité universitaire internationale de Paris. Et évidemment, l'enjeu, c'est, vous avez bien compris, c'est tout simplement, on fait une requête sur une indication, sur un problème de santé majeur, et on va pouvoir regarder comme ça les interventions corporelles particulières, et on va pouvoir dire ce programme, dans ces conditions, a effectivement une efficacité importante. Et on va pouvoir
avoir accès potentiellement à ceux qui remboursent, parce que l'enjeu, c'est qu'il faut, comme en Australie, qu'il y ait potentiellement des remboursements assurance maladie, mais il peut y avoir des complémentaires santé qui pourraient également rembourser. Donc tout l'enjeu, c'est de véritablement organiser une communauté autour de ces interventions non médicamenteuses. Donc on avait à l'époque un congrès et on est passé avec un nouveau mot qui est summit, donc un sommet, sur lequel on réunit non seulement les chercheurs, mais pas que les chercheurs, c'est pas une société savante que de chercheurs, mais aussi de praticiens, pour effectivement finalement remplir ce référentiel, qualifier beaucoup mieux ces pratiques, donc les faire reconnaître, donc les faire rembourser, donc demain ou après-demain, les faire reconnaître par l'intelligence artificielle, mais on pourra également en parler, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Et donc pour accompagner cet événement et ce lancement de ce référentiel, on a publié un livre blanc qui est sorti en tout cas en ce mois d'octobre. Et tout l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir demain et après-demain euh, construire une communauté qui va, parce que je ne l'ai pas encore dit, faire des retours d'usage de ces pratiques. C'est un cercle vertueux qu'on est en train d'installer sur lequel, dans vos territoires, vous avez peut-être une observation vis-à-vis de cette intervention. Et finalement, il est important de la faire remonter aux créateurs de l'INM pour qu'il y ait une version 1.1, 1.2, 1.3. C'est comme ça que le médicament a aussi progressé d'un modèle d'évaluation. Il y a eu des analyses de retour d'usage et qui ont permis une co-construction beaucoup plus puissante et efficiente sur les interventions qui étaient proposées. Et donc, évidemment, c'est facile sur les produits, c'est facile sur les dispositifs médicaux, mais ça l'est beaucoup moins sur des protocoles immatériels de soins et de prévention. Mais on a bien l'espoir et on a aujourd'hui la conviction, parce que le congrès marche très très bien, on a beaucoup beaucoup de participants, d'ailleurs en ligne ou en distanciel. Vous êtes évidemment les bienvenus encore pour la semaine prochaine, mais il est bien clair que on est en train de construire un cercle vertueux qui va permettre de garantir, de sécuriser ces pratiques. Je vous remercie de votre attention. Merci Grégory. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Peut-être qu'on passera à la totalité des questions après, si ça te convient. Et il y a déjà en effet deux questions de Damien. Alors, je vais du coup enchaîner avec ta communication et vous présenter en fait du coup un modèle d'intervention non médicamenteuse, donc quelque chose en fait qu'on a mis en place dans la clinique dans laquelle je travaille à Montpellier, puisque je suis kinésithérapeute libéral sur Montpellier avec une activité mixte en cabinet et aussi en établissement de soins, en clinique hospitalisation privée. Et donc, on a mis en place justement une intervention médicamenteuse, quelque chose, alors je pense que vous voyez mon écran, c'est bon, hein, qui est la réalité virtuelle. Donc, en fait, ce dispositif, en fait, on a essayé de l'intégrer dans un parcours de soins et notamment dans le parcours RAC. Et du coup, comme on a commencé de manière un petit peu empirique à voir que ça fonctionnait plutôt positivement sur les patients avec de la satisfaction, on s'est dit, bah, on va essayer de faire un essai clinique et de voir un petit peu par rapport à un groupe témoin, est-ce que cette intervention non médicamenteuse, est-ce que cette réalité virtuelle, au final, apporte un bénéfice? Donc, l'ARAC, en fait, c'est principalement organisé pour améliorer les suites dans le cadre d'une chirurgie. Donc, pour l'orthopédie, c'est principalement utilisé pour les prothèses totales de hanche et les prothèses totales de genoux. Après, il y a bien sûr des déclinaisons sur les chirurgies d'épaule, sur les chirurgies ligamentaires de genoux, ou même les chirurgies du rachis. Et on voit aujourd'hui que ça apporte quand même un certain bénéfice en termes de diminution des complications, en termes de diminution de la durée de séjour et donc diminution des coûts en santé, puisque on voit que les chiffres en termes de pose de prothèses totales de hanche et de genoux explosent. Au niveau des prothèses totales de genoux, il y avait 60-65 000 prothèses posées en 2004. Et là, vous voyez, en 2020, on est à 113 000. Donc, et ça sera encore plus important sur les années à venir.
Donc, il a fallu essayer de réfléchir à optimiser le parcours de soins. Peut-être pas seulement intégrer la rééducation en post-opératoire, mais réfléchir à des modalités d'amélioration des capacités fonctionnelles du patient avant l'intervention. Et donc, ce programme RAC est apparu en France dans les années 2014-2015, mais il faut savoir quand même que les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, avaient des programmes ERAS, et le premier à s'être emparé en fait de ce programme RAC qui s'appelait à l'époque Fast Track, c'est un Danois, c'est le professeur Kellett, qui lui en fait a débuté ses programmes RAC sur la chirurgie viscérale, notamment la chirurgie colorectale, et s'est aperçu en fait que quand on hospitalisait moins les patients, quand on mettait moins de morphinique, quand on mettait moins de dispositifs type Rodon, ben, on s'aperçoit que en fait, les patients récupèrent mieux. Donc, du coup, il y a eu des évolutions d'abord avec beaucoup d'améliorations sur le opératoire et sur le post-opératoire. Et puis aussi, il y a eu un élément sur la préhabilitation, c'est-à-dire l'avantage de préparer les patients à la chirurgie, de leur faire de la rééducation préopératoire, de les éduquer au suite opératoire, de leur donner une information importante avec des livrets, comme le proposent les recommandations HS de 2016, permettait justement de simplifier les suites opératoires, donc diminuer la durée de séjour et aussi les complications post-opératoires avec une amélioration des résultats. Donc, ce qu'on voit par contre, c'est que quand on isole certaines interventions de la RAC, on s'aperçoit que les interventions isolées, elles, n'améliorent pas forcément le résultat post-opératoire, mais c'est vraiment une combinaison à la fois de ce parcours de soins préopératoire, opératoire et post-opératoire qui, lui, améliore en fait justement les suites post-opératoires. Et on a essayé d'isoler en fait une intervention, donc l'éducation du patient et la préparation aux suites opératoires, et d'améliorer en fait cette intervention en termes d'éducation, justement par la mise en place d'un dispositif de communication différente qui est la réalité virtuelle. En fait, en termes d'impact sur le patient, il y a plusieurs impacts. Il y a les impacts en termes de lecture. On regarde des mots et ces mots, en fait, on les transforme en images et on les transforme en expériences. Et puis après, il y a les éléments en rapport avec les photos, avec les images, qui sont un peu plus immersifs. C'est-à-dire quand on demande à un patient de regarder une vidéo, ben, on sait que sur sa capacité d'information sur le cerveau, on est plus impactant et c'est plus immersif. Et là, on est carrément passé sur un modèle complètement immersif qui est la réalité virtuelle, c'est-à-dire que le patient, quand on lui met un casque, en fait, il vit l'expérience complètement. Il est immergé dans le milieu. Quand il va regarder à droite, à gauche, en fait, il y aura en permanence un environnement à 360. Et donc, on voulait voir si le fait d'ajouter un temps de réalité virtuelle qui donne l'expérience post-opératoire, c'est-à-dire on fait une forme d'hospitalisation virtuelle du patient avant l'intervention. Et cette hospitalisation, en fait, correspond à sa durée de séjour. Ça correspond à son temps d'hospitalisation. Donc, c'est des films qui durent à peu près 10-12 minutes. Donc, on a évalué l'implémentation, l'ajout de cette séance de 12 minutes de réalité virtuelle qui retrace l'hospitalisation du patient post-opératoire. Et donc, on a pris les critères PICO, qui sont des critères de recherche clinique traditionnelle. Avec la population, c'était des patients prothèse totale de hanches et de genoux, donc de la clinique dans laquelle je travaille. Ces patients ont été opérés tous par le même chirurgien. Cette chirurgie était robotisée avec, pareil, le robot du même laboratoire. Ces patients ont été exposés justement à un environnement virtuel post-opératoire et ils ont été exposés avant l'opération. Et donc, on a comparé en fait l'intervention et l'ajout de cette intervention à un parcours classique qui est un parcours RAC où les patients avaient un livret. Et en termes de critères et d'indicateurs post-opératoires, l'indicateur premier euh, qu'on a souhaité évaluer était l'anxiété préopératoire. Et ensuite, on a eu des indicateurs secondaires qu'on a aussi souhaité évaluer, qui étaient le PRUMS, c'est-à-dire les parcours et l'expérience patient, la douleur et des scores fonctionnels. Donc, en fait, on a, pour ces patients qui étaient dans le groupe expérimental, ajouté donc un livret plus
cette immersion en réalité virtuelle du parcours de soins et donc de l'hospitalisation complète. Le but était en effet de voir et d'observer s'il y avait une influence de la réalité virtuelle, bien sûr, sur notre indicateur principal qui était l'anxiété préopératoire, mais aussi sur l'expérience patient, la douleur et le résultat fonctionnel. Donc là, vous avez le design de l'étude avec bien sûr l'intégration de la réalité virtuelle pour le groupe expérimental avant l'intervention. Donc cette intégration était environ 3 semaines avant l'intervention à quelques jours près. Et donc, ce film, en fait, permet de retracer tout le parcours patient. Alors, je ne vais pas vous faire 12 minutes de film, je vous ai fait quelques séquences d'un petit film qui dure 1 minute, 2 minutes. Donc, c'est le film d'en haut. Et le film d'en bas, c'est tout simplement pour vous montrer que dès que le patient, en fait, dans le cadre de l'immersion, bouge la tête, ben, en fait, il y a l'environnement qui est vraiment présent comme si le patient était hospitalisé. Et donc pour cela, en fait, on a construit le film avec une caméra 360. Ça a pris un peu de temps. Techniquement, c'est assez lourd parce que il faut des ordinateurs qui tournent très vite avec des logiciels et des cartes vidéo qui permettent de traiter les images à 360. Donc le patient en haut est hospitalisé. Il arrive, il rencontre l'infirmière, il voit le chirurgien, il va au bloc opératoire avec le brancardier. Bien sûr, on n'a pas filmé l'opération et donc lors de l'opération, en fait, il y a un écran noir. Et après, le patient revient en chambre et puis en chambre, bah, le kinésithérapeute arrive et donc mobilise le patient et le patient peut regarder un peu sa jambe, il peut regarder autour de soi, il peut fixer ce qu'il veut. Et donc, en fait, on expose le patient à la fois à ce qui va se passer en préopératoire et à la fois à ce qui va se passer en post-opératoire. Et donc après, pareil, le patient, donc virtuellement, on le lève, on le met au fauteuil et puis après, on le fait marcher et on lui fait franchir les escaliers. Donc, au niveau de cette étude et de cette immersion avec la réalité virtuelle qui se fait donc à 21 jours à peu près avant l'intervention, là, vous avez pareil le design opératoire. Ce qu'on a pris comme élément pour évaluer l'anxiété, c'était donc le score APAIS, qui est un score donc, le plus reconnu pour évaluer l'anxiété. Pour le parcours patient et donc pour les PRUMS, on a pris le score de Lady Gacher. Ensuite, en termes de douleur, on a retenu l'EVA plus la prise médicamenteuse. Et au niveau des scores fonctionnels, on a pris 3 scores. Un score d'inventaire de sensibilisation centrale, qui est un score largement utilisé pour les douleurs chroniques. Le score de WOMAC, qui est un score fonctionnel qui s'adapte autant pour les prothèses totales de hanche que pour les prothèses totales de genoux. Et ensuite, nous avons aussi le score, soit pour le genou, le Forgotten Joint Score, et pour la hanche, c'était le FHS, le Forgotten Hip Score. En termes de résultats, donc on a des groupes de patients qui sont certes déséquilibrés en nombre, hein, puisqu'on avait plus de patients témoins que de patients expérimentaux. Donc ça, c'est lié à la randomisation qu'on ne choisit pas. Donc en fait, dans la randomisation, il y avait un peu plus de patients dans le groupe témoin. Mais les groupes sont homogènes. On a à peu près le même âge entre le groupe témoin et le groupe expérimental. On a quasiment autant d'hommes, de proportion d'hommes que de femmes dans les deux groupes. Et pareil, en termes d'incidence prothèse de hanche et prothèse de genou, c'est pareil dans les deux groupes. On a eu dans l'immersion en réalité virtuelle une cinétose, c'est-à-dire un patient seulement qui n'a pas supporté l'immersion en réalité virtuelle. Donc, on a dû sortir de l'étude puisque parfois, en effet, on peut se retrouver avec des patients qui ont ce qu'on appelle ces cybersick, c'est-à-dire en fait, cybersickness, c'est des mauvaises sensations à la réalité virtuelle, soit des nausées, soit sensation de mal-être. Donc, du coup, ce patient a été sorti de l'étude. En termes de résultats, sur l'indicateur premier, on n'a pas de différence significative, mais on voit que sur tous nos indicateurs, en fait, on a quand même une amélioration à la fois de l'anxiété, de l'expérience patient, de la douleur, des 3 scores fonctionnels, sauf, enfin, du score fonctionnel de l'ISC, mais pas des scores fonctionnels de WOMAC et non plus du FJS. Euh, sur ces améliorations, on n'a pas d'amélioration significative, sauf pour la douleur.
Et en effet, en termes d'indicateurs secondaires, on voit qu'on est arrivé, alors que ce n'était pas l'indicateur principal et l'objet de l'étude, c'était juste, on va dire, un indicateur secondaire, mais on est arrivé en fait à obtenir une diminution de douleur dans le groupe expérimental par rapport au groupe témoin, qui là en fait est statistiquement significatif. En ce qui concerne la discussion et donc la comparaison qu'on pourrait faire avec les autres travaux de la littérature, on voit que sur l'anxiété préopératoire, d'autres travaux ont évalué en fait l'implémentation de la réalité virtuelle dans ce parcours de soins et pareil, n'ont pas observé d'amélioration ou d'améliorations qui ne sont pas statistiquement significatives entre le groupe expérimental et le groupe témoin. Sur l'expérience patient, les comparaisons sont difficiles pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que Lady Gachère, dans son étude, lui, n'avait pas de groupe témoin. Il avait juste une évaluation, êtes-vous satisfait ou pas, sans pour autant avoir de comparaison. Et en fait, dans l'étude de Bekilis, c'est une étude en fait qui a vraiment, elle, plutôt évalué l'environnement hospitalier en réalité virtuelle, mais en termes de qualité hospitalière. Est-ce que le lit était confortable? Est-ce que les repas étaient bons? Donc, c'était pas non plus une comparaison évidente. Donc, on n'a pas tellement de comparaison possible sur l'expérience patient. Sur la douleur, par contre, comme je vous le disais, dans le cadre en fait des recommandations, dans le cadre des études qu'on a pu trouver, cette information obligatoire en préopératoire ou cette éducation préopératoire dans le cadre de la chirurgie prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, ne permet pas de donner ou de montrer significativement que l'éducation du patient a un effet sur la douleur en post-opératoire. Donc, c'est vrai que notre travail est intéressant parce que là, on était dans une impasse pour de nombreux travaux parce qu'on n'arrivait pas à justifier l'impact de cette éducation préopératoire et de cette information. Et là, on a réussi avec la réalité virtuelle à montrer que le fait d'adosser de la réalité virtuelle avec la mise à disposition d'un livret préopératoire explicatif permettait d'avoir une incidence sur la douleur post-opératoire et cela de manière significative. Alors bien sûr, nos travaux, ils ont les limites, ils ont des avantages. Les limites, c'est que pour participer et pour faire participer des patients à un essai clinique de la sorte, bah, il faut leur demander leur avis, leur demander le consentement. Et certains patients stressés, au final, eux, ne souhaitent pas participer à l'étude. Donc, peut-être que là, c'est un biais, c'est-à-dire que on participe à l'étude, peut-être les patients moins stressés, on ne le sait pas. La qualité vidéo, bah, elle a été faite avec deux kinés, donc pas non plus des cinéastes de haut vol. Donc, c'est sûr qu'on aurait pu mieux faire en termes de qualité vidéo. Ça a été une expérience riche, mais je pense que avec une vidéo encore mieux, on aurait peut-être eu des résultats différents. Voilà, on a des échantillons qui sont quand même assez modestes. En tout, il y a 56 patients qui ont participé à cette étude. Peut-être que ça mériterait de faire un travail complémentaire avec une population plus importante. Après, c'est sûr que on est quand même sur un travail assez intéressant puisque c'est des groupes qui ont été randomisés. On a un comparatif avec derrière un traitement statistique. Et c'est vrai que c'est quand même une étude intéressante parce que c'est d'une part la première qui traite l'effet de la réalité virtuelle dans un système multimodal avec en plus des résultats qui sont des résultats non pas de l'effet de la réalité virtuelle sur la douleur immédiate, mais de l'effet de la réalité virtuelle sur la douleur différée. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. On sait depuis de nombreuses années en fait que la réalité virtuelle a un impact sur la douleur. Le premier et l'un des pionniers à avoir mis en place la réalité virtuelle pour traiter la douleur, c'était Hunter Hoffman, qui en fait dans les années 2000 et notamment en pleine épidémie d'opioïdes aux États-Unis, voyez que ces patients brûlés au deuxième, troisième degré, puisqu'ils travaillent dans les services de brûlés, voyez que ces patients brûlés n'allaient pas décéder des brûlures, mais n'allaient décéder d'overdose d'opioïdes. Puisqu'en effet, dans cette époque aux États-Unis, les médecins qui prescrivaient des opioïdes étaient plus létals que les dealers qui vendaient de la drogue dans la rue. Donc, cette épidémie d'opioïdes aux États-Unis était un véritable fléau. Et donc, Hunter Hoffman, pour limiter la prise d'opioïdes de ces patients qui étaient brûlés,
lui changeait les pansements sous réalité virtuelle et donc avait observé que ça permet justement de diminuer la consommation d'opioïdes et diminuer surtout la dépendance aux opioïdes, qui permettait justement de pouvoir avoir un changement de pansement pour ces patients beaucoup plus confortable. Donc, en conclusion, on est quand même assez satisfait de ces premiers travaux, assez modestes, on le reconnaît, mais qui permettent de montrer que quand, en effet, on intègre une intervention non médicamenteuse, donc qui est la réalité virtuelle, dans un parcours de soins déjà défini comme la RAC, avec plusieurs intervenants, on arrive à avoir un effet sur la douleur post-opératoire, probablement que il y a d'autres choses qui pourraient être explorées et exploitées par cette réalité virtuelle. Et surtout, c'est une intervention non médicamenteuse à faible coût, puisqu'en fait, ça coûte seulement une consultation de kinésithérapie adossée à un bilan, adossée à de l'information, adossée à de l'éducation. Donc, c'est quelque chose qui est anodin en termes de dépenses de santé. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est accessible à la kinésithérapie. Tout à l'heure, Grégory vous en a parlé un petit peu, c'est-à-dire toute l'évolution numérique qui va arriver, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Et donc, on va vraiment aujourd'hui devoir probablement se moderniser dans notre approche et essayer d'utiliser le maximum d'outils d'intervention non médicamenteuse, quelle qu'elle soit, de manière justement à essayer d'améliorer tout ce qu'on peut faire dans le cadre des bénéfices de soins et en santé. Je vous remercie. Hop, ça c'est la biblio. Je vais arrêter le diaporama. Et j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, enfin dans le Q&R. Je vais commencer par donc les questions sont de Damien. Alors je vais te la poser, Grégory. Ouais, je crois. Ouais. Euh, Damien précise, il faut forcément pouvoir expliquer, prouver ou hypothèse le mécanisme pour répondre aux critères d'IMM, point d'interrogation, car une technique peut s'avérer efficace sans pour autant savoir pourquoi. Exemple Mackenzie. Merci de la question, Damien. Elle est essentielle et notre volonté est de faire un pas de côté dans les formations que nous avons reçues et dans les formations des métiers en santé qui ont pu être donnés, issus de Pasteur Claude Bernard, un problème égale un mécanisme physiopathologique et égale un traitement ciblé sur ce problème physiopathologique. Le problème, c'est que les patients que vous voyez tous les jours, quel que soit notamment, je vois arriver derrière ce que vous avez évoqué avec la méthode Mackenzie, une méthode qui permet de traiter la lombalgie chronique. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche, la kiné. Vous allez avoir effectivement un effet ciblé peut-être sur la partie musculaire, sur la partie tendineuse, sur la partie neuromusculaire, mais aussi sur les comportements de santé. Vous allez aussi agir pour qu'un patient soit plus actif physiquement au quotidien. Donc, en gros, le modèle du médicament qui veut qu'il y ait une action cible sur une zone cible du corps, c'est super, c'est excellent, c'est fait pour le médicament. Mais nous, on pense que les interventions non médicamenteuses, c'est un multimécanisme, donc avec des aspects à la fois épigénétiques, à la fois musculaires, à la fois fonctionnels, et aussi finalement comportemental et psychosocial. Donc, il est tout à fait important de faire ce pas de côté pour dire on n'expliquera jamais totalement l'effet d'un traitement de kiné par simplement un mécanisme physiopatho. C'est un leurre. Et l'enjeu, c'est effectivement de dire qu'il faut faire des études mécanistiques, mais c'est la raison pour laquelle on dit il y a plein de médicaments qui sont aussi d'ailleurs remboursés, et qui sont utilisés alors qu'on ne sait même pas comment ça marche, mais on a quelques bases explicatives et c'est déjà pas mal. Voilà pour répondre de façon très rapide à cette question, mais c'est l'enjeu des... Mais peut-être qu'après, il y a la question suivante, je t'en prie. Oui, donc la question suivante, c'est dans le BP,
Evidence Best Practice, l'intervention non médicamenteuse correspond à la preuve scientifique, mais ne remplace pas l'expérience du professionnel et le retour du patient. Et le retour patient. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. C'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que c'est bien un cahier des charges et que le cahier des charges, c'est parce que vous avez été formé aux bases du CARE, aux bases de l'Alliance thérapeutique, dirait l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en gros, à l'éthique de la relation et la façon de mettre en place ce protocole, qu'il va y avoir une efficacité. Donc, en effet, c'est l'objectif, c'est d'avoir l'un et l'autre, c'est-à-dire non seulement une maîtrise de cette alliance, mais aussi que le contenu et que le contenu va aussi compter. C'est l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Et c'est bien tout l'enjeu d'avoir la prise en compte de l'expérience du patient, non seulement durant l'intervention, même dans la décision de l'intervention que vous allez pouvoir proposer, mais aussi après sur l'analyse du retour d'usage que le patient peut en faire. Et dernière question de Damien. Benoît Hamon, aux Assises nationales des EHPAD, regrettait que les innovations technologiques soient très soutenues financièrement, mais pas les interventions humaines. Donc j'ai l'impression que les interventions non médicamenteuses participeraient à cette reconnaissance. Merci Damien. Elle est essentielle cette question. Moi, je suis un chercheur, hein, donc je suis à l'université et je ne vois pas bien comment fonctionne le système de santé. Vous y êtes confronté au quotidien et je vais vous donner juste une petite anecdote. On a envoyé un courrier à la présidente européenne de l'agence en santé, donc Madame Bucher. Et en disant, on est un peu étonné, mais effectivement, qu'est-ce que vous pensez des interventions non médicamenteuses? Et d'emblée, elle nous a fait un courrier en disant, ah, vous savez, l'Europe ne s'intéresse pas à ça, ce sont des médecines alternatives. Et lorsqu'on a continué à creuser et à regarder d'un peu plus près, en fait, l'Europe s'intéresse aux produits, s'intéresse aux products, donc strictement que les produits ou les dispositifs médicaux. Donc tout ce qui est finalement matériel et qui peut se vendre, et avec un modèle économique qui est associé, et finalement tous les services humains dont la kinésithérapie, c'est surtout un service, c'est pas une technique, c'est un service, c'est pas un produit. Donc ce protocole immatériel pose de véritables problèmes, et vous avez raison, ou en tout cas l'explication est claire pour les EHPAD. En gros, mettre un robot Pharo que vous connaissez peut-être dans un EHPAD, hein, qui est un dispositif médical sur lequel c'est une peluche qui bouge un petit peu, bah, c'est facile parce que c'est un produit, on va le mettre et on va penser que c'est efficace. Vous avez probablement connu les chambres snozelen de stimulation des personnes qui ont des pertes ou en tout cas des maladies neuroévolutives. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plus difficile. Or, tout l'enjeu, c'est bien de dire que dans les EHPAD, il doit y avoir des temps d'animation, des temps d'activité sociale qu'il ne faut surtout pas remettre en question, mais à côté de ça, il y a des temps de santé. Et que dans ce temps de santé, il faut proposer des services. Et donc tout l'enjeu, et c'était l'optique de ma conclusion, euh, on doit en passer par un summit, c'est-à-dire de mettre ensemble les praticiens, de mettre ensemble les patients, de mettre ensemble les décideurs, les élus, les financeurs de santé pour dire comment on peut matérialiser ces services encore mieux pour les faire reconnaître. Et pour l'instant, effectivement, l'Europe ne s'intéresse qu'aux produits, ne s'intéresse qu'aux dispositifs et a donné énormément d'argent à toutes ces startups et à toutes ces boîtes de techno qui, pour certaines en tout cas, n'ont pas trouvé encore preneur ou sur lequel, peut-être ça vous rappelle des choses hein, pour les plus vieux d'entre nous, hein, mais on avait acheté des vélos d'appartement et puis finalement on les avait mis dans la chambre et puis finalement ils finissent au fond du garage, puis on les vend sur eBay parce que l'outil, s'il n'est pas compris et s'il n'est pas finalement utilisé correctement, ça peut poser des soucis. Donc ça ne veut pas dire que le dispositif médical, je voudrais quand même aussi être clair là-dessus, le travail que fait Stéphane est remarquable, de développer des dispositifs médicaux au service d'intervention non médicamenteuse dans des programmes de kiné, demain et après-demain, vous allez utiliser de plus en plus de produits techno qui vont nourrir
des programmes de kinésithérapie. Mais ce n'est pas la technique qui doit être avant le protocole. Pour être clair, c'est le protocole qui doit utiliser des techniques appropriées. Parfois, ça peut être, je vais dire des bêtises, hein, mais un podomètre, si vous voulez encourager le patient qui est âgé à effectivement marcher plus, peut-être que l'évaluation avec un podomètre pendant une semaine vous permettra d'analyser beaucoup de choses, de la vitesse de marche à la distance, au périmètre de marche. Mais effectivement, derrière, ça s'inscrit dans une intervention non médicamenteuse, dans un protocole de soins sur lequel effectivement vous utilisez. Donc c'est là un enjeu important pour nous. Et vous avez compris que le summit, c'est un peu inviter les politiques pour dire, super, on n'a rien contre le médicament et on n'a rien contre les dispositifs médicaux, mais il est temps qu'effectivement la reconnaissance, la qualification, la labellisation de ces protocoles avance. Donc, ce qui veut dire que aussi, peut-être que c'est une question qui pourrait être posée, que dans les écoles de kiné, quand j'ai vu la méthode McKenzie, c'est remarquable. Est-ce que vraiment vous êtes formé à ces interventions et dans les méthodes sur le dos, il y en a d'autres qui existent et sur lesquelles, effectivement, on n'est plus dans l'idée d'une injonction à bouger plus ou ainsi de suite, mais bien un protocole. Mm. Oui, en fait, nous, c'est exactement ça. C'est le travail qu'on a fait. Nous, l'idée, c'est pas le travail qu'on a fait, c'est pas la réalité virtuelle. Le travail qu'on a fait, c'est qu'on a fait un film. Voilà, Mhm. en fait, on a détourné quelque chose qui existe dans le grand public et en fait, on l'a médicalisé ou on a fait quelque chose en fait en santé pour dire voilà, c'est plus le concept que l'outil. Exactement. L'outil en lui-même, comme un vélo d'appartement, si on le laisse dans un coin, ça ne se passera pas, quoi, il fera rien. Après, il y a deux questions, enfin une question d'Agnès par rapport à ce que tu as dit. Comment changer le regard de l'Europe ou bien de l'administration avec ces outils immatériels non commerciaux? Eh ben, merci de venir au congrès ou de participer en distanciel, en replay ou autre. De toute façon, on va continuer à avancer, hein. Ça fait 13 ans qu'on est là-dessus. Finalement, euh, on arrive à qualifier des services dans plein de choses. Une pizzeria, euh, l'aviation. On est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses pour qualifier plein de choses dans le monde. Mais en revanche, dans la santé, c'est impossible. On n'y arriverait pas. Eh ben, on n'est pas juriste. Et donc, on va inviter les juristes et on est persuadé que par le numérique, l'idée d'une identité de ce protocole, je vais prendre un autre exemple, enfin, que je connais bien en tout cas, qui s'appelle le MBSR. Peut-être vous en avez entendu parler, hein, c'est le Mindfulness Based Stress Reduction. C'est une méthode de méditation laïque pour réduire le stress dans des conditions particulières, dont des patients, par exemple, traités pour un cancer. Ce monsieur, il s'appelle Monsieur Kabat-Zinn. Eh bien, finalement, il a réussi à identifier dans la méditation au sens large un protocole particulier en 8 séances. Je vais donner un autre exemple qui va plus vous parler, peut-être que vous. J'espère que ce serait, je ne sais pas combien vous êtes, et si quelqu'un pourrait me répondre. Est-ce que vous connaissez la méthode Otago? Est-ce que dans vos études, vous avez été formé à la méthode Otago? Oui, non, voilà, vous répondez. Euh, non, ok, Damien, merci beaucoup de répondre. C'est un monsieur qui s'appelle Campbell, qui est un gériatre, qui est en Nouvelle-Zélande. Il a passé 40 ans, je vous promets, 40 ans, à ne publier que sur une méthode de prévention de la chute chez la personne âgée. Donc un protocole de physiothérapie, de kinésithérapie en Nouvelle-Zélande, extrêmement bien monté, qui, avec les preuves à la fois médico-économiques et les preuves d'efficacité, montrent qu'il y a 30% de réduction de chute au bout d'un an, induisant une hospitalisation. Donc vous savez que l'hospitalisation peut conduire évidemment à une chirurgie avec des coûts qui sont absolument considérables. On arrive à réduire de 30% l'hospitalisation des personnes âgées à plus de 80 ans. Mais cette méthode, qui s'appelle le programme Otago, extrêmement robuste, des essais randomisés contrôlés, un manuel pour les praticiens, un manuel pour les usagers, des vidéos, etc. En France, elle n'est pas connue
Vous avez vu que là, récemment, il y a eu une recommandation pour la prévention de la chute chez la personne âgée qui est sortie en septembre 2024 par la Haute Autorité de Santé. Il y a quoi? Il y a écrit Otago au fond d'un texte de 6 pages en disant, au fait, il y a la méthode Otago. Mais comment voulez-vous, vous, l'utiliser et pourquoi vous ne l'utiliseriez pas? Ben, simplement parce que l'information n'est pas connue. Ok, c'est de la Nouvelle-Zélande, mais alors après, ça a explosé, c'est développé en Allemagne, c'est développé en Angleterre, mais il est peut-être intéressant, et encore une fois, c'est vous qui choisirez de l'appliquer ou pas, cette méthode, mais elle est extrêmement robuste, elle permet d'avoir des coûts réduits, et donc c'est la raison pour laquelle, et donc merci de la question, on va voir, nous, les autorités, en disant, mais vous imaginez, les réductions de coûts à la louche, c'est 1 000 euros par an et par patient, en payant le kiné et en faisant les séances qui durent plusieurs temps. Bref, en tout cas, et on va le publier la semaine prochaine. Donc, vous l'aurez à votre disposition. Je n'ai pas le droit de vous dire le site, mais vous le retrouverez facilement. Et vous aurez ce protocole qui a été développé, qui a été là revu par des experts français, kinés, et sur lequel vous l'aurez à votre disposition. Et il y a une dernière question d'Agnès aussi. Comment passer d'un système d'actes à un système de compétences ou de protocoles? Oui, oui, tout à fait. Là, c'est une vraie question de financement de l'acte ou du forfait. Et effectivement, là, il y a un enjeu et on en discute avec l'assurance maladie. Et effectivement, pour eux, la première étape de cette évolution, de cette amélioration en tout cas, de ce que vous faites, c'est effectivement d'en passer par un code protocole. Si on a un code protocole, ça veut dire que potentiellement, on va passer à une modalité de paiement qui va plus ressembler à un forfait qu'à simplement un acte pour l'acte. C'est plus une séance, c'est bien un forfait pour un protocole à mettre en œuvre. Et donc, avec l'idée aussi dans notre colloque Summit, c'est d'inviter l'ensemble des acteurs en disant, pour les financeurs, si l'assurance maladie veut peut-être pas rembourser, il y a tout à fait un intérêt pour que les mutuelles qui parfois ont envoyé au casse-pipe, je suis souvent un peu cash, hein, mais des patients parce qu'ils faisaient du remboursement de médecine douce, ben finalement, il y a 2 mutuelles, et je ne vais pas les citer, hein, vous les verrez, mais en tout cas qui sont prêtes à jouer le jeu en disant, nous, on préfère rembourser des professionnels de santé qui proposent des soins de qualité plutôt que de les amener en disant, il y a un forfait médecine douce et puis ils vont faire tout et n'importe quoi. Là, je crois qu'il y a une véritable. Enfin, il y a un enjeu pour dire que ces financements vont être multiples et le dernier volet des financements, peut-être que vous le voyez arriver, mais tout ce qui relève du social ou de l'aide à l'autonomie, hein, je pense aux conseils départementaux, je pense au CARSAT, je pense à la Caisse nationale euh, enfin, la CNSA, je vais faire court, la CNSA en tout cas, soutient le référentiel et ça veut dire que demain, il y a aussi des modalités de prise en charge financière liées à l'aide à l'autonomie et pas nécessairement que dans la partie, si vous voulez, assurance maladie, complémentaire santé. Il y a aussi là, dans l'aide à l'autonomie, des possibilités de financement qui vont être importants. Et peut-être le dernier point que j'aimerais aussi évoquer, c'est l'idée que parfois on vous demande de faire des études pour recontrôler si ça marche et ainsi de suite. Et les ARS peuvent parfois avoir cette tendance-là. La réalité, c'est que est-ce qu'un pharmacien fait une nouvelle étude pour savoir si le médicament qu'il vend est efficace ou pas? Bah, la réponse est non. Donc, si vous pouvez effectivement déployer des interventions non médicamenteuses qui ont fait leurs preuves, alors vous n'avez pas besoin de faire 25 évaluations et des dossiers et des comptes rendus. Non, ça doit pouvoir être tracé. Merci de la Ok, question. parfait. Eh bien, je pense qu'il n'y a plus de questions. On a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup, Grégory. C'est toujours un plaisir de t'entendre, de t'écouter, parce que je pense qu'en effet, la vision que tu as aujourd'hui, en fait, de l'évolution à la fois des soins par la mise en place de ces interventions non médicamenteuses pour les soins et pour la santé, c'est quelque chose de toute façon qui s'accorde parfaitement avec les valeurs de la FMKR, comme l'a dit Arnaud, hein, avec ce souci de ne pas faire de résistance au changement, d'accepter un petit peu que les choses vont évoluer, qu'aujourd'hui, il faut en fait
s'emparer maintenant de ces protocoles sans trahir de secret, mais je sais que en effet, ben, on sait bien que la tarification à l'acte, elle va se moderniser, donc on voudra être nous aussi pro-acteurs pour trouver la meilleure clé de répartition à la fois pour les patients, à la fois pour les professionnels. Et donc voilà, avec du travail, de l'audace et de l'ambition, ça doit bien fonctionner. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.